Une avalanche d'archives, des centaines de photos, une multitude de noms plus ou moins célèbres, mais surtout énormément de censure. Le département de la justice a rendu accessibles certains éléments des dossiers de l'affaire Epstein, du nom de ce criminel sexuel américain. Mais alors, que faut-il savoir de ces nouveaux éléments et pourquoi est-ce que la colère contre Donald Trump monte aux États-Unis? Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien et c'est donc le sujet à la une de ces actualités du jour sur YouTube et en podcast audio sur toutes les plateformes. Alors Jeffrey Epstein, on en a déjà beaucoup parlé sur la chaîne, c'était donc un financier américain accusé d'avoir organisé au début des années 2000 un vaste réseau d'exploitation sexuelle de mineurs. Il faisait donc venir de jeunes filles dans ses résidences pour leur imposer des actes sexuels rémunérés. Certaines étaient ensuite incitées à recruter d'autres jeunes filles, dont certaines donc, je l'ai dit, étaient mineures. On parle donc ici de crimes sexuels et d'actes de pédocriminalité. Et je vous passe les détails de l'enquête, mais il a finalement été arrêté en juillet 2019. Il a été retrouvé pendu un mois plus tard dans sa cellule à New York. Et donc ce vendredi, 3965 fichiers issus de l'enquête sur Jeffrey Epstein ont été mis en ligne sur le site du ministère de la Justice américain. Alors en soi, c'est absolument pas une surprise puisque c'est ce que prévoyait une loi qui a été adoptée en novembre par le Congrès, donc l'équivalent du Parlement en France mais aux États-Unis. Et donc cette loi, elle imposait tout simplement à l'administration de Trump de publier l'intégralité des documents non classifiés qui étaient en sa possession. Alors parmi les fichiers, on retrouve de nombreuses photos et de documents censurés. Il y a des photos de personnes dénudées, des images de Jeffrey Epstein entouré d'autres personnalités, ainsi que des vidéos filmées dans la cellule de Jeffrey Epstein le jour de sa mort en 2019. Il y avait aussi une liste de 254 femmes dont les noms ont été masqués pour protéger leur identité. On trouve aussi plusieurs documents judiciaires new-yorkais, mais des documents qui ont été caviardés, donc entièrement cachés, censurés, et là en l'occurrence sans explication officielle. Enfin, il y a parmi les documents un annuaire donc qui laisse apparaître de nombreux noms de personnalités, des personnalités de milieux politiques, économiques, culturels, des noms parfois annotés à la main. Parmi eux, on retrouve le nom de Michael Jackson, la chanteuse Diana Ross ou encore le chanteur des Rolling Stones Mick Jagger. L'ancien président Bill Clinton est aussi très présent dans les documents et sur plusieurs photos aux côtés de Epstein. Alors attention, cela dit, sur ce point précis, avec ces noms de personnalités, il faut tout de même souligner que la présence de ces noms et de ces photos dans le dossier, elle n'est pas en l'état actuel des choses une preuve que ces personnalités étaient complices des crimes de Epstein. Elle atteste simplement qu'ils se connaissaient et qu'il y avait une forme de relation entre eux à une période donnée. A noter que Donald Trump apparaît également dans les fichiers, mais de façon plus marginale. Des documents évoquent une rencontre simplement dans les années 90, mais ça ne va pas beaucoup plus loin. C'est l'un des éléments qui fait beaucoup réagir, mais je reviens là-dessus juste après. Alors je le disais, de très nombreux fichiers dévoilés sont complètement censurés et caviardés. Certains donc, on l'a dit, pour des raisons évidentes de protection des victimes, mais d'autres interrogent davantage, surtout que tous les fichiers n'ont pas été publiés. En effet, la publication totale, elle se fera sur plusieurs semaines, c'est ce qu'a annoncé Todd Blanche, le procureur général adjoint. Sur le plateau de Fox News, il a expliqué que le ministère passait en revue chaque document avec une extrême attention afin de s'assurer que l'identité, le nom et l'histoire de chaque victime soient pleinement protégés lorsque c'est nécessaire. Et évidemment, la protection des victimes dans ce genre de publication de documents, c'est quelque chose d'absolument essentiel, mais certains élus, notamment de l'opposition, estiment que c'est ici un argument qui est brandi par l'administration de Trump pour cacher des informations qui pourraient être importantes. L'élu démocrate Ro Khanna, par exemple, donc du camp opposé à Trump, a accusé le ministère de la Justice de ne pas avoir respecté le texte. Il a notamment déclaré, je cite, « Tout cela vise à dissimuler des choses que pour une raison ou une autre, Donald Trump ne veut pas rendre publiques, qu'il s'agisse de lui-même, d'autres membres de sa famille, de ses amis, de Jeffrey Epstein ou encore simplement du cercle qu'il a fréquenté pendant au moins une décennie. » Autre élément qui a suscité une interrogation, au moins 16 documents qui avaient été publiés ont disparu de la page web du ministère de la Justice ce samedi. Le gouvernement n'a pas fourni d'explication, mais parmi les fichiers supprimés, on retrouve une photo montrant Trump aux côtés d'Epstein, Melania Trump et Ghislaine Maxwell. Ghislaine Maxwell donc, qui est l'ex-compagne et complice d'Epstein. Bref, tout cela a suscité une colère très importante aussi du côté de victimes et de familles de victimes, sachant que de son côté, la Maison-Blanche a répondu, présentant cette publication de documents comme une preuve de la transparence de l'administration de Donald Trump. Faut savoir quand même que lors de la campagne présidentielle de 2024, Donald Trump s'était engagé à faire toute la lumière sur l'affaire Epstein, promettant une transparence totale sur les documents qui étaient encore classifiés. Mais une fois élu, le ton a changé, Trump a minimisé l'affaire,
allant jusqu'à la qualifier de canular exploité par les démocrates à des fins politiques, un revirement qui a provoqué une colère forte, y compris au sein de son camp chez un certain nombre d'élus. Par ailleurs, plusieurs enquêtes de médias ont révélé une forme de proximité entre Trump et Epstein. Dans des échanges entre Michael Wolff et Jeffrey Epstein par exemple, on apprend que selon Epstein, Trump était au courant de ses agissements. Le Wall Street Journal avait aussi révélé une carte d'anniversaire à connotation sexuelle signée par Trump pour Epstein. Enfin, en 2002, Donald Trump, dans une interview, déclarait que Epstein était, je cite, quelqu'un d'incroyable qui, je cite toujours, aime les jolies femmes comme lui. Alors attention, là aussi, il faut rester extrêmement factuel. Ces documents et ces éléments révélés par des médias ne prouvent pas en tant que tel que Trump était complice de crimes sexuels, mais tout de même, il semble indiquer à minima une proximité entre les deux hommes. Dans tous les cas, ça me semblait important de faire un nouveau point sur ce sujet. Au passage, pour autre information, on va continuer ce format des actus du jour pendant Noël et les fêtes de fin d'année. Enfin, plus précisément, pour autre information, on va le mettre en pause juste le jour de Noël, donc cette semaine, et on le met en pause aussi le samedi. Mais autrement, on continue et j'aurai l'occasion de vous le redire, mais je tiens à vous remercier au passage pour votre confiance tout au long de l'année. Allez, je vous laisse avec Blanche pour le reste de l'actualité et je reviens juste après. Merci Hugo et bonjour à tous. On commence avec cette actu alors que le gouvernement a demandé ce vendredi une trêve de Noël aux représentants syndicaux des agriculteurs. La mobilisation se poursuit toujours ce lundi. La coordination rurale et la confédération paysanne, les deux principaux syndicats mobilisés, attendent toujours des réponses du gouvernement et n'ont pas appelé à la levée des blocages. On en a pas mal parlé ces derniers jours, les agriculteurs protestent contre deux choses. La première, c'est la stratégie d'abattage total des troupeaux affectés par la dermatose nodulaire, une maladie très contagieuse chez les bovins mais non transmissible à l'homme, et l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et les pays sud-américains du Mercosur. Alors je vais pas vous faire la liste de toutes les mobilisations, mais des manifestations sont prévues cette semaine de Noël. Je vous mets des liens en description si vous voulez le détail. À noter que le Premier ministre Sébastien Lecornu a reçu les syndicats vendredi dernier pour leur demander de ne pas gêner les déplacements pour les fêtes. Le syndicat de la FNSEA, le plus important en France et le plus proche du gouvernement, est le seul à s'être montré ouvert à une trêve pour les fêtes, mais ce n'est donc visiblement pas prévu, on suivra tout ça. Deuxième actu, toujours en France, Emmanuel Macron a annoncé ce dimanche la construction d'un futur porte-avions pour remplacer le Charles de Gaulle, qui est actuellement l'unique bâtiment de ce type au sein de la Marine nationale. Ce futur porte-avions doit entrer en service à l'horizon des années 2030-2040 afin d'assurer la relève du Charles de Gaulle, mis en service en 2001 et qui ne devrait plus être utilisé d'ici à 2038. Plus grand et plus puissant, il pèsera près de 80 000 tonnes pour environ 310 mètres de long, contre 42 000 tonnes pour 261 mètres de long pour le Charles de Gaulle. Ce nouveau porte-avions sera doté d'une propulsion nucléaire et sera conçu pour embarquer jusqu'à 30 avions de combat ainsi que des drones, et il pourra avoir un équipage de 2000 marins. Pour Emmanuel Macron, cet investissement doit être, je cite, l'illustration de la puissance de notre nation, et la France doit rester un acteur crédible au sein de l'OTAN, cette alliance militaire de pays occidentaux menée par les États-Unis, mais aussi sur la scène internationale. Troisième actu, je voulais vous tenir au courant des suites de l'attentat antisémite survenu sur la plage de Bondi à Sydney le 14 décembre dernier, qui a fait 15 morts et des dizaines de blessés. Et bien, des documents judiciaires dévoilés ce lundi par la police et la justice apportent de nouvelles informations sur les deux assaillants. Selon la police, les deux hommes, qui sont donc un père et son fils, se sont rendus sur les lieux en repérage quelques jours avant l'attaque. La police a également retrouvé une vidéo sur un téléphone portable où ils auraient récité un passage du Coran et dénoncé les sionistes, donc les personnes qui soutiennent la création d'un État juif, tout en posant devant un drapeau du groupe État islamique. Les enquêteurs ont aussi indiqué que le père de 50 ans, qui a été tué pendant l'attentat, et son fils de 24 ans se seraient entraînés aux armes à feu, possiblement dans la campagne de Nouvelle-Galles du Sud, et auraient, je cite, méticuleusement planifié l'attentat pendant plusieurs mois. En tout cas, Navid Akram, donc le fils, a été transféré ce lundi de l'hôpital vers une prison, inculpé de 40 chefs d'accusation, dont celui de terrorisme et pour 15 meurtres. Il doit comparaître devant un tribunal par liaison vidéo ce mercredi, on suivra ça. Quatrième actu, et c'est une bonne nouvelle, au Nigeria, les 130 derniers élèves qui avaient été enlevés dans leur école de l'État du Niger ont été libérés. En fait, le 21 novembre dernier, 315 élèves et membres du personnel ont été enlevés à l'internat Sainte-Marie, situé dans le village de Papiri, au nord du pays, selon l'association chrétienne du Nigeria. Et le 7 décembre dernier, une centaine d'élèves ont été libérés. Le Nigeria, qui est un pays situé en Afrique de l'Ouest, fait face depuis plusieurs années à des attaques, des pillages et des enlèvements menés par des groupes armés motivés surtout par l'argent. Les enlèvements de masse y sont donc fréquents et sont le plus souvent le fait de gangs criminels appelés bandits qui réclament des rançons. Selon les analystes, il est donc probable que les autorités nigérianes aient payé une rançon pour libérer ces 315 personnes kidnappées. En novembre, plus de 400 Nigérians ont été enlevés en 15 jours. À la fin du mois, le président du pays, Bola Tinubu, avait déclaré l'état d'urgence sécuritaire national et ordonné le recrutement de policiers et de militaires pour lutter contre les groupes armés. Cinquième actu, la Poste, la Banque Postale
Postale, Colissimo, la Caisse d'épargne, la Banque Populaire sont inaccessibles depuis plusieurs heures. Du côté de la Poste, la Banque Postale et Colissimo, le problème serait lié à une cyberattaque selon le groupe. Il s'agirait d'une attaque qui vise à saturer les serveurs de requêtes jusqu'à ce qu'ils finissent par lâcher. La distribution des colis et des courriers à domicile serait affectée par cette cyberattaque. Il n'y a en revanche aucun impact sur les données des clients et il serait toujours possible de payer par carte bancaire, par virement Wero ou payer en ligne avec confirmation par SMS. Concernant la Caisse d'épargne et la Banque Populaire, l'incident pourrait être lié à un problème technique. On n'a pas plus d'informations pour le moment. Et enfin, on termine avec cette actu. Le nageur français Léon Marchand, quadruple champion olympique en individuel au JO de Paris en 2024, est désormais diplômé en ingénierie logicielle. Il a lui-même annoncé la nouvelle sur son compte Instagram ce dimanche. Originaire de Toulouse, Léon Marchand est parti aux États-Unis en septembre 2020 pour étudier à l'Université d'État de l'Arizona tout en poursuivant ses entraînements de natation. Lors d'un entretien accordé aux Parisiens en 2022, Léon Marchand expliquait l'importance de suivre un cursus universitaire à côté de sa carrière de sportif. Il avait déclaré, je cite, « Je sais que j'ai une sécurité derrière moi, que dans 3 ans, je pourrai obtenir mon diplôme et trouver un emploi si les choses tournent mal dans les bassins. » Merci beaucoup Blanche pour ces actualités en bref. Alors si vous avez la chance d'être en vacances cette semaine ou la semaine prochaine et que vous voulez profiter de ce temps-là pour découvrir nos différentes interviews ou autres, rendez-vous directement en podcast, vous le savez, vous tapez Hugo Décrypte sur Spotify, Apple Podcast ou autre. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre au passage 5 étoiles pour nous soutenir. Je vous souhaite une excellente journée, prenez soin de vous, prenez soin de nos proches et puis on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.